Allez, on reprend. Merci de vous installer. Nous allons continuer les présentations avec Maître Jean-Christophe Boyer. S'il vous plaît, merci de vous asseoir. Maître Jean-Christophe, merci de nous rejoindre. Donc, Jean-Christophe est conseiller juridique du CEFIEC, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit de la santé. Merci. Je vais faire comme avec les étudiants, non ? Bon. Donc oui, il nous paraissait important de croiser les regards. On a la chance de t'avoir, Jean-Christophe, de nous apporter ta vision et ce pas de côté aussi, avec un regard juridique. On a ensemble écrit Trans, plus loin, formation de la profession infirmière, c'est-à-dire au-delà de la formation, qu'est-ce qui peut se passer aussi ? Et donc, la question qu'on t'a posée, c'est quels sont, les enjeux juridiques de la réforme de la formation et au-delà de la profession infirmière. Merci beaucoup pour ta présence et on t'écoute. Merci. Je vais juste demander... Merci, voilà. C'est tout de suite plus sérieux avec ça. Ouais. Alors, ce que vous avez à l'écran et ce que je vais vous commenter pour répondre à la question qui est posée, c'est notre actualité, enfin la vôtre, sur l'évolution du métier et une actualité Parfait. assez rare, puisque ça n'arrive que tous les 30 ou 40 ans, d'avoir une évolution du texte qui est la base de la définition du métier, c'est-à-dire la loi. Alors, ce que vous avez devant vous et ce que je vais commenter, ce n'est pas la loi définitive, puisque là, c'est la loi telle qu'elle a été votée au Sénat en première lecture. Il n'y aura pas de deuxième lecture à l'Assemblée nationale. On passe tout de suite à la commission mixte paritaire qui va se réunir le 3 juin, c'est-à-dire des sénateurs et des députés qui vont reprendre les deux textes votés avec leurs différences par l'Assemblée nationale et le Sénat et qui vont en faire une compilation. Et c'est cette compilation qui sera ensuite votée à l'Assemblée nationale pour devenir la loi infirmière. Donc, il y aura peut-être quelques changements par rapport au texte que nous allons regarder ensemble rapidement. J'ai 3 points à développer. Si vous voulez bien passer à la page, celle-là. Je ne vais pas commenter tous les articles. Ce qui va m'intéresser, c'est l'article 1 de la loi infirmière, celle qui touche réellement à la définition métier. Alors, le principal apport de cette loi, c'est redéfinir le métier en mission. Les missions, elles existaient, elles étaient dans la partie réglementaire du code, c'est-à-dire dans les textes qui venaient justement préciser la loi qui est aujourd'hui codifiée à l'article L4311-1 du Code de santé publique. Maintenant, la loi, elle va se recentrer sur les missions. C'est ce que vous avez dans la partie 2. C'est normal que je ne commande pas dans l'ordre. Dans la partie 2, les missions de l'infirmier qui sont de dispenser les soins, contribuer à l'orientation de la personne. Sur la page suivante, je veux bien que vous y alliez, on fera un retour. Voilà, comme ça. Vous avez donc, vous voyez, des 1, 2, 3, 4, 5 qui sont les missions de l'infirmière. Pour autant, définir votre métier comme mission, ce n'est pas suffisant parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes à un métier réglementé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je n'ai pas le droit de faire votre métier. Donc, il faut absolument qu'il soit défini de manière précise pour que ceux qui ne relèvent pas de la profession infirmière ne puissent pas réaliser les soins. Derrière, il y a une notion de sécurité des soins du patient et être sûr que seuls des gens habilités puissent pratiquer ces soins auprès des patients. Donc, les décrets sont prévus. Donc, vous voyez, c'est dans la partie 4. Il nous est dit qu'un décret en Conseil d'État va préciser les domaines d'activité et les compétences de l'infirmier. Donc, sur la base de ces missions qui existent dans la loi, le décret, c'est-à-dire le ministre, va réécrire votre décret d'acte, il va disparaître en soi. On aura un décret de compétences, de mission, ce qui permettra de répartir même les compétences et les missions au sein de la profession infirmière. Et alors là, ce que je dis, moi, c'est juste que j'extrapole. C'est pas forcément comme ça que ce sera fait. On peut imaginer qu'on puisse répartir des missions sur même des formations complémentaires d'infirmiers, sans parler de spécialisation ou même de pratique avancée. Donc, vous pouvez avoir donc une profession en soins généraux
qui puisse avoir ensuite des missions ou des compétences précises et même dispatchées au sein d'exercices professionnels différents dans la profession infirmière. C'est normal que ce soit abstrait ce que je vous dis, parce qu'il n'y a pas de projet de décret pour l'instant. On ne sait pas, on m'écrit la base. Et ensuite, vous voyez que le deuxième alinéa du point 4 précise qu'il y aura un arrêté qui, pour chaque domaine d'activité précisé dans les décrets, reprendra la liste et les soins. Donc, il ne faut pas imaginer que ce changement législatif va faire disparaître ce que vous appelez les actes, les listes d'actes. Les listes d'actes ne seront plus dans un décret en Conseil d'État, mais dans l'arrêté du ministre. Et écrit, non pas sur un grand fourre-tout en termes de prescription, de rôle propre, mais ça pourra être différent en fonction des domaines d'activité. Donc quelque chose qui est beaucoup plus opérationnel. Juridiquement, ça ne se voit pas ici, mais c'est une grande avancée. C'est que vous remarquerez que le texte précise que c'est un arrêté du ministre chargé de la Santé. Donc comme ce n'est plus un décret en Conseil d'État, cette liste de soins ne sera pas soumise à la censure de l'Académie de médecine. Alors que plus haut, faut pas applaudir, hein, ça peut changer. Donc, et puis c'est peut-être qu'une victoire. Hein. Voilà, donc faut pas trop l'ébruiter. On n'a pas gagné la guerre. Et ils l'ont pas forcément vu, parce que si vous remontez et si vous avez suivi les débats en page 2, s'il vous plaît. Si vous avez suivi les débats, notamment dans le point 2, hein, là où on modifie l'article L4311-1 dans le premièrement, avant de parler d'émission, il y a eu, au Sénat, ils ont rétabli le fait que, par exemple, l'arrêté concernant les prescriptions dont je vais parler dans un instant, et les consultations, l'Académie nationale de médecine est revenue. Alors que dans l'Assemblée nationale, on avait obtenu sur des amendements qui est que l'HAS. Voilà. Autre débat, on n'a pas le temps de le faire là, sur les pratiques avancées, l'article 2, qui vous concerne moins directement. Sur l'article 2, il y a un débat justement sur savoir si l'Académie de médecine doit participer à l'écriture des décrets concernant les pratiques avancées. On voit bien à quoi ça sert. C'est surtout c'est de l'anti-jeu. Hein. C'est l'Académie de médecine qui a freiné pendant des mois à la sortie des textes concernant les actes et les listes des médicaments que les IPA pouvaient prescrire. Donc c'est un sujet. Donc c'est bien en fait que les listes d'actes descendent dans les arrêtés, parce que ça nous permettra du coup d'avoir peut-être un débat au niveau des compétences par mission. Là ils sont consultés, mais sur les listes de soins derrière, on n'a pas besoin de leur aval pour sortir les actes. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on reste sur cette page-là. Vous avez au point 2 la réécriture, l'alinéa 1 là, de l'article L4311-11. Ça correspond au petit 6 que vous voyez sur la gauche. On vous écrit que l'infirmier exerce son activité dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre et de la prescription, et notamment en coordination avec les autres professionnels de santé. Donc on garde cette dichotomie qui existe entre le rôle propre et la prescription. Par contre, vous voyez que le mot médical a disparu, et ça s'explique quand on va aborder le dernier point au-dessus. Dans un instant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura toujours des listes d'actes où l'infirmière sera en autonomie pour en décider. On n'est pas dans la notion de consultation encore de l'alinéa 2, hein. Ça existait déjà, et où la prescription, c'est-à-dire à l'initiative du médecin. Là où ça se complique, c'est dans le 2, c'est le rajout. Et là, vous avez une notion de consultation infirmière. Alors ce que je dis, c'est une analyse critique, c'est un point de vue, hein. Moi, je pose des questions, je n'ai pas forcément les réponses. Ça me surprend de voir le mot consultation infirmière, parce que qu'est-ce que ça veut dire derrière? Est-ce que c'est une consultation d'une infirmière sur son activité infirmière propre? Le rôle propre, vous consultez déjà, puisque vous faites des choix. Des choix, même dans le cadre d'une relation patient, directe. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de consultation infirmière, où on pourra, sur la base du diagnostic infirmier, faire quoi? Prescrire des produits de santé. Et là, on est dans la prescription de produits de santé, et il n'y a pas marqué avec prescription obligatoire ou pas, parce que ça veut dire que les deux seront possibles. Donc là, on est déjà dans une logique où on pourrait imaginer demain qu'une IDE, sur une prescription en consulte infirmière, puisse prescrire
des produits médicamenteux. Alors là aussi, il ne faut pas trop ébruiter la chose. Moi, quand je lis ça, je vois exactement la même chose que dans la pratique avancée. Sauf que c'est dit différemment. Donc là, vous voyez bien que cette loi, elle va loin, c'est-à-dire qu'on a bien un transfert d'une activité médicale dans le champ infirmier. On fait, entre guillemets, de la pratique avancée, sans le dire, dans le niveau infirmier. Si jamais, bien évidemment, dans ces listes, on aurait demain des prescriptions de produits médicamenteux à prescription obligatoire. Peut-être pas. Peut-être pas en 2025. Mais en 2035, peut-être qu'ils en mettront. Parce que n'oubliez pas, ça c'est le champ du possible. Après, les décrets et les arrêtés, ils vont vivre et évoluer dans le temps. Ça, c'est la base légale qui va rester pendant des années et des décennies. Donc, ce sera possible. Deuxième chose à voir, c'est qu'ensuite, il y a aussi des examens complémentaires nécessaires. Alors là, on est bien dans l'invasif, donc on voit bien que je vais décider de faire un acte médical. Et cette liste et ces examens seront listés, et c'est là où il y a eu ce débat de remettre dans la boucle ou pas l'Académie nationale de médecine. On verra si ça reste au CMP. Le mot médical a pourtant disparu alors qu'on met la consultation infirmière pour ne viser que des situations médicales. Pourquoi ? Regardons la première partie que je remonte. Ça, c'est un article que vous connaissez moins, l'article 4161-1 qui est modifié. C'est l'article sur l'exercice illégal de la médecine. L'exercice illégal de la médecine, donc c'est interdit de faire de la médecine si on n'est pas médecin. Encore faut-il définir ce qu'est la médecine. Alors, bien évidemment, ça nous aide de voir ce qu'est la médecine quand vous avez le listing en fin d'article des professions qui sont immunisées contre l'exercice illégal de la médecine. Et c'est là où il y a ce rajout. On va rajouter dans le 5e de cet article, donc là je suis au rond 4, après le mot vaccination, on va rajouter ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières, les fameuses consultations infirmières que vous voyez dans le 7, consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, c'est ce qui est décrit dans le 7, ou, donc c'est alternatif, qui prescrivent des produits de santé, examen, ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant dans les listes prévues à l'article 4311-1, c'est-à-dire dans les listes, c'est-à-dire les missions 8 au point 8, 9, 10, 11, 12. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça n'existait pas avant. Avant, le seul point d'exercice d'immunité qui était donné aux infirmiers pour ne pas risquer de l'exercice illégal de la médecine, c'était les fameuses vaccinations dont on parle parce qu'on va rajouter après. Quand on avait transféré en 2023 aux infirmiers la capacité de prescrire des vaccinations, on est bien dans de l'activité médicale, donc il avait été prévu à cet article, exercice égal à la médecine, sauf quand on est infirmier et qu'on vaccine. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de nous écrire ? On est en train de nous écrire toute l'activité infirmière, tout le métier infirmier devient immunisé contre l'exercice égal de la médecine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si on a besoin de basculer dans l'article qui donne l'immunité aux infirmiers pour ne pas être poursuivi par l'exercice illégal de la médecine, quand l'infirmier pratique tout son champ professionnel, ça veut dire que par cette loi, sans le dire, je n'ai pas dit que c'était voulu, moi j'en tire les conséquences de ce que je dis, on fait basculer dans le champ médical l'intégralité du champ infirmier, y compris le rôle propre. Ça veut dire que le rôle propre, c'est la médecine. Au même titre que les actes que vous faites sur prescription médicale quand il s'agit des actes médicaux décidés par le médecin. Et ce qui me paraît d'ailleurs logique, du coup, c'est de faire disparaître la notion de prescription médicale, telle que c'était écrit dans le texte suivant que vous voyez au point 6. Donc, je suis en train de vous dire, la médecine mange tout. Avant, la définition médicale, elle était définie par un seul article qu'on avait, parce qu'il n'y a pas de définition de la médecine en soi par le législateur. On le déduit de texte. C'est la loi bioéthique de 1994 qui avait dit, pour pouvoir décider de faire un acte invasif, de porter atteinte au corps, il faut que ce soit une décision médicale. Donc tout ce qui était invasif était au médecin. D'ailleurs, c'est la partition que vous retrouvez entre la prescription médicale, ce sont vos actes invasifs, le rôle propre, ce sont les actes non invasifs, non médicamenteux. Et là, même ce qui est non médicamenteux bascule dans la médecine. Donc vous devenez une profession qui pratique la médecine sans le dire.
Donc vous n'êtes pas sorti de l'auberge avec votre terme d'auxiliaire médical. Même si, attention, ce terme-là n'a pas le sens que vous imaginez. Le terme d'auxiliaire médical, ça rassemble tous les métiers qui ne sont pas des médecins. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les auxiliaires du médecin pour autant en permanence. D'ailleurs, quand vous étiez sur votre rôle propre, vous n'étiez pas l'auxiliaire du médecin puisque vous avez le droit de décider seul. Et vous avez toujours le droit de décider seul. Tout ce que je dis n'est pas négatif, hein, parce que ça veut dire c'est aussi une manière de vous faire rentrer comme un cheval de Troie dans l'autonomie du soin. Parce que si on va jusqu'au bout du raisonnement, si le rôle propre devient de la médecine, la loi consacre que vous le faites de manière autonome. Donc ça veut dire que la loi consacre le fait que vous, infirmier, pouvez décider seul d'une activité médicale. Donc à la limite, vous devenez... On pourrait même dire qu'on peut se comparer à une profession médicale à compétences limitées. Il n'y a plus de raison de faire de différence entre les professions médicales et dites d'auxiliaires médicaux. Il y a un terme que je n'emploie jamais, c'est paramédical. Ce terme n'existe pas dans la partie 4 du Code de santé publique. C'est un abus de langage, c'est d'ailleurs dommage qu'il soit employé. Paramédicaux, c'est juste pour identifier les fonctionnaires qui ne sont pas des médecins dans la fonction publique hospitalière. C'est tout, c'est le seul endroit où il existe. Et dans la partie 6, sur l'organisation des soins, mais en termes d'organisation systémique, d'accord ? Mais dans la partie 4 du Code de santé publique sur la définition des compétences, vous n'êtes jamais identifié comme des paramédicaux, ça n'existe pas. Donc voilà, donc vous avez un métier quand même qui est en train de vivre une révolution. Alors est-ce qu'ensuite les décrets vont faire vivre ce que je dis jusqu'au bout ou pas ? Certainement que non, parce qu'au début ça va être timide, comme à chaque fois, c'est-à-dire que ça va se calquer naturellement sur ce qui existe déjà, mais on voit qu'il y a un champ des possibles sur les années qui viennent pour vous donner de l'autonomie sur l'exercice médical, sur le diagnostic médical, alors même que vous n'êtes pas à un niveau de pratique avancé. Voilà. Et vous êtes la seule profession d'auxiliaires médicaux qui peut évoluer sur un champ autonome de la médecine sans aller jusqu'à la pratique avancée. Il n'y a pas de médecin dans la salle. De manière globale, abstraite, je préfère donner le temps aux questions parce que je sais que c'est abstrait, donc je préfère partir de questions concrètes. Merci. Y a-t-il des questions ? Merci. Forcément, il y a des questions. Alors peut-être juste, si le temps que ça se mette en place, peut-être Jean-Christophe, il y a un arrêté récent sur la primo-prescription des IPA. Du coup, est-ce que dans ce que tu as présenté, est-ce que ça pourrait être la subtilité entre le champ d'exercice infirmier pour essayer de décliner les choses ou pas du tout ? Ben non. Non, parce que la pratique avancée, ce n'est pas une réforme qu'infirmière. Ça n'arrange pas qu'on ait fait évoluer d'ailleurs la loi sur la pratique avancée, que je n'ai pas traitée devant vous, qui est l'article 2. On l'a mis dans la loi infirmière. Mais les pratiques avancées, ça ne concerne pas que les auxiliaires médicaux infirmiers. Ça concerne tous les auxiliaires médicaux du titre 1 à 7. Il y aura des kinés en pratique avancée demain, peut-être des manip radio. Enfin, tout cela peuvent. En tout cas, il y a une base légale qui permet de développer la pratique avancée dans tous les métiers de paramédicaux. Donc, quand on raisonne aujourd'hui sur les seules pratiques avancées qui existent, auxiliaires en pratique avancée qui existent, ce sont des infirmiers, dits IPA, mais il ne faut pas réduire donc, ce qu'on fait pour eux comme si c'était la suite normale et l'évolution hégémonique. La pratique avancée serait réservée aux infirmiers. Quand on a dit ce préalable-là, ça veut dire que quand on a le décret de primo-prescription organisé pour les infirmiers en pratique avancée, il faut le penser, c'est les décrets d'application d'un métier d'auxiliaire médical en pratique avancée qu'est l'infirmier en pratique avancée. Il n'est plus infirmier en soi. Hein, je résume, la pratique avancée globale, c'est l'idée de dire je vais partir d'un métier d'auxiliaire médical et le faire accéder à de l'activité médicale autonome. Grosso modo, je vais filer une partie de l'activité médicale parce qu'on n'a pas assez de médecins à des non-médecins qui montent en compétences sur une base d'un autre métier. D'accord ? Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on distingue les spécialités infirmières des IPA, pratiques avancées en mission, en mention. D'accord ? Donc là, on est juridiquement, alors je vais les choquer s'il y en a, mais juridiquement, pour moi, un IPA n'est plus un infirmier. C'est
c'est un métier propre en soi. D'ailleurs, les IPA posent des problèmes de réorganisation. Donc, comment est-ce qu'un IPA siège dans un CME ou pas? Puisque c'est un métier médical autonome. Doit-il encore dépendre de la direction des soins? Donc ça pose, de manière, la portée des modifications des champs de compétences va certainement avoir dans le temps des répercussions sur le reste. Donc la primo-prescription, c'est juste le texte réglementaire qui liste les situations pour lesquelles un IPA peut prescrire. Et vous voyez bien qu'on est en train de faire la même chose que pour les infirmiers, dans le métier infirmier, à son niveau, sans parler de pratique avancée. Merci beaucoup. Question dans la salle? Oui, là, tout à fait. On vous écoute. Bonjour, concernant les consultations infirmières, où on pourra poser des diagnostics, est-ce qu'il faudra avoir un accord préalable ou une validation de médecin pour pouvoir le faire? Et ensuite, est-ce qu'on va pouvoir prescrire des choses avec un listing bien identifié, hors le rôle propre selon vous? Déjà, on peut prescrire des dispositifs médicaux, la vaccination. Et est-ce qu'il y aura un listing C'est pour ça qu'on a besoin de voir comment, au niveau réglementaire, ils vont organiser le métier à partir de cette base. Parce que, comme vous l'avez dit, la consultation infirmière, est-ce que ça va être aussi dans le rôle propre que dans la prescription d'actes invasifs, c'est-à-dire que dans le médical classique? Je ne sais pas. Ça dépendra de ce qu'ils vont y mettre. Ce qui est gênant, c'est que comme on met le mot consultation infirmière, moi je trouve qu'il aurait été mieux de mettre consultation par un infirmier. Parce que dans le mot consultation, les médecins entendent « il n'y a que nous qui consultons ». La consultation, c'est de la médecine. Juridiquement, il n'y a pas de définition de la consultation. Consultation, c'est poser, et d'ailleurs votre article 3 de votre décret actuel décrit ce qu'est une consultation sans le dire. C'est de voir le patient et vous poser un diagnostic infirmier et vous en tirer des conséquences sur des soins relevant de votre rôle propre. Vous êtes en train de décrire ce qui se passe dans une consultation face à un patient. Mais on n'utilise pas le mot consultation parce que les médecins le sont accaparés en disant ce qui est consultation, c'est de la médecine. Donc on a besoin d'avoir une précision des langages. Si derrière, dans les arrêtés la fameuse partie, vous avez vu consultation infirmière et ensuite pour les prescriptions de produits, etc., se limite l'arrêté à n'identifier que des situations médicales, on pourra en tirer la conséquence que la consultation infirmière, ça veut dire une consultation médicale par un infirmier. Et donc je n'ai pas de terme du coup pour ce qui est les consultations quand vous faites du rôle propre. Il n'y a jamais eu de terme. Voilà. Donc ça dépend comment ça va s'organiser à ce niveau-là. Donc je ne peux pas aller plus loin dans le commentaire, puisque peut-être l'année prochaine, on aura les arrêtés, les décrets. Donc on verra exactement comment le système va se mettre en place. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Je crois qu'il y a voulu une précision. Oui, je voulais préciser, parce que par exemple en libéral, quand on définit que la personne, le patient, doit avoir des soins en lien avec le rôle propre, on doit quand même faire valider par un médecin cela. C'est-à-dire qu'on va faire la preuve en posant des diagnostics, mais tant qu'on n'aura pas la validation du médecin, on ne pourra pas facturer. Tout ça. Est-ce que là, du coup, on pourra? La base permet d'aller jusqu'à une consultation, même en primo-consultation. C'est possible. Vous avez vu que la loi n'interdit pas, elle n'en parle pas, donc ce n'est pas interdit. Après, je ne suis pas en train de vous dire que dans les décrets, il y aura des situations où vous serez autonome à la prescription sur une consultation infirmière. Là, il va y avoir beaucoup de négociations, je pense, avec l'ensemble des parties et les médecins. Mais légalement, c'est possible. Donc peut-être que ce ne sera pas fait en 2025-2026, mais c'est quelque chose qui pourra venir dans les années qui viennent. Sinon, vous auriez l'interdiction de noter dans le texte. Alors, une dernière question très courte et une réponse très courte. Oui, ça sera très court. Bonjour, je voulais savoir, quid des diplômés antérieurs
des nouvelles pratiques. Par exemple, pour les aides-soignants, ils ont mis en place des remises à niveau pour donner le droit aux diplômés antérieurs de faire les nouvelles pratiques. Pour les infirmiers, est-ce que c'est prévu? Alors, à mon avis, la raison pour laquelle votre réingénierie est concomitante à l'évolution des textes, c'est pour ça. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas attendre forcément une révolution ensuite dans la réécriture par rapport à l'exercice professionnel d'aujourd'hui, puisque sinon vous allez recréer un nouveau métier et se posera la question de la formation des infirmiers diplômés avant le texte. Regardez ce qui s'est fait avec la vaccination. Enfin, ça m'étonnerait, ça n'a jamais été le cas antérieurement sur des métiers réglementés. S'il y avait vraiment un gap en termes d'autonomie de consultation et de prescription médicale, comme pour la vaccination, ça va être soumis à formation complémentaire. C'est moi qui m'avance, hein, ils ne l'ont pas dit, mais ils l'ont fait pour la vaccination. Je ne vois pas pourquoi ils le feraient sur la prescription de médicaments ou d'examens invasifs complémentaires. Ça veut dire, je décide, et ce n'est pas le médecin qui décide. Il vérifie peut-être après, mais j'ai décidé. Donc ça, à mon avis, ce sera forcément avec une formation complémentaire. On a encore le temps d'une petite question ou pas? Non, on n'aura pas le temps pour une dernière question. On est désolé. Merci beaucoup, Monsieur Boyer. On va laisser la place. Excusez-moi. Là, s'il vous plaît. Vous êtes où? Ici. À gauche. Oui. Donc, Céline Kaya, RS PACA, je me permets une petite remarque par rapport aux actes AS. Le texte qui est sorti par rapport aux préconisations pour une formation complémentaire pour les aides-soignantes ancienne formation versus nouvelle section n'est nullement contraint. C'est-à-dire que rien n'impose à ces aides-soignantes de suivre cette formation d'actualisation des compétences, qui est un texte qui permet de proposer à des employeurs, en fonction des profils d'emploi et d'exercice de leurs agents et salariés aides-soignantes, dans le cadre aussi de la mobilisation de la formation professionnelle continue, de les envoyer dans cette formation complémentaire. Mais il n'est, et le texte le dit bien, nullement contraint. Voilà, c'était le petit aparté que je voulais rajouter. C'est peut-être nullement contraint, mais il s'agit de pratiquer des actes relevant du rôle propre infirmier. Donc un AS qui a la base légale, la base légale et réglementaire, de le faire sans avoir fait la formation, se place hors de son exercice personnel, et c'est de l'exercice illégal de la profession infirmière. Ça engage sa responsabilité. Hein. Donc c'est pas contraint, ce n'est pas contraint par le texte, non. Mais ça engage leur responsabilité. Alors, ce qu'on nous dit chaque fois sur ces remarques-là au niveau de la DGOS, quand on a opposé ces éléments-là par rapport à des employeurs qui s'inquiétaient de la régularité de l'exercice de ces aides-soignants, il y a eu beaucoup de débats sur rendre ou pas effectivement ce complément de formation obligatoire. Donc, au départ, c'était l'idée. Et puis finalement, quand on s'est rendu compte au niveau RH, le nombre d'agents et de personnes concernées par cette réactualisation, si elle avait été effectivement dans cette modalité-là, aurait été juste impossible à tenir. Donc les nombreux échanges qu'on a eus, ça a été qu'en fait, on ne le rendrait pas en ce sens contraint, que c'était à l'employeur de s'approprier ces éléments-là, voire même en interne de préciser que le professionnel savait faire ces gestes-là, et quand on emploie dans un établissement de santé, Madame je Kaya, vais faire très vite, quand on emploie quelqu'un qui a un titre et un diplôme dans une structure de soins, on l'emploie sur la notion de ce titre et de ce diplôme. Voilà ce qui nous est rétorqué par la DGOS.